Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Nous avons commémoré il y a quelques jours, chers téléspectateurs, le centenaire du traité de Trianon, conclu le 4 juin 1920, qui mettait un terme à la guerre, la Première Guerre mondiale, qui avait opposé la Hongrie au pays de l'Entente au cours de ce sanglant conflit. Ce traité de Trianon, bien oublié pour les Français, reste une plaie à vif pour les Hongrois, dans la mesure où il a été perçu comme un diktat, comme il a été perçu comme profondément injuste, et encore aujourd'hui, c'est une mémoire extrêmement vive en Hongrie. On devait même inaugurer un monument commémoratif de cette journée de deuil à Budapest. L'inauguration a été reportée à cause de l'épidémie que l'on sait, mais tout cela témoigne encore une fois du fait que nous avons affaire là à un enjeu mémoriel majeur. Il m'a donc paru utile de vous parler de ce fameux traité aujourd'hui. Alors il faut d'abord situer évidemment le contexte. La Hongrie a été absorbée par la monarchie Habsbourg à la faveur des guerres de libération menées contre les Ottomans au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Cette Hongrie, elle a été fidèle à l'Empire Habsbourg. On sait comment les Hongrois se sont ralliés à la jeune impératrice Marie-Thérèse au cours de la guerre de succession d'Autriche, comment ils ont décliné de fait les propositions que leur faisait Napoléon après ses victoires sur l'Autriche en 1805 et 1809, d'une Hongrie qui aurait été de nouveau indépendante. Et puis finalement, ces Hongrois, ils se sont aussi révoltés contre le pouvoir Habsbourg à la faveur du printemps des peuples de 1848. Ils ont été vaincus, mais au bout du compte, eh bien, ils ont trouvé un modus vivendi avec l'Autriche à travers l'instauration du régime dualiste en 1867, période, moment à partir duquel
on va parler désormais de l'Autriche-Hongrie. L'empereur d'Autriche est en même temps roi de Hongrie, et ces deux communautés politiques sont réunies au sein d'un empire dualiste donc. Et cet empire, eh bien, ce n'est pas une puissance mineure en Europe, il y aura 53 millions d'habitants en Autriche-Hongrie en 1914, à l'époque il y en a 42 millions en France, et cette Autriche-Hongrie, on sait comment, alliée de l'Allemagne depuis les lendemains de la guerre de 1870 contre la France, dans le cadre de l'alliance des trois empereurs, puis ensuite membre de la triple alliance avec l'Empire allemand et l'Italie, cette Autriche-Hongrie va être entraînée dans la guerre de 14 à la suite de l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914, qui voit la mort de l'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand. Ce qui déclenche, comme on le sait, la gigantesque crise européenne qui va durer jusqu'en 1918. Au départ, c'est l'Autriche-Hongrie qui est concernée en premier par les événements de Sarajevo. Le comte Sturck, Premier ministre, Konrad von Otzendorf, qui est le chef d'état-major des armées, le comte Berthold, qui est ministre des Affaires étrangères, sont favorables à la guerre. Ils veulent punir la Serbie, donner une leçon à la Serbie. Le comte Tisza, István Tisza, qui est le Premier ministre hongrois, est beaucoup plus réservé car il craint une généralisation du conflit si la Russie intervient, mais on connaît la suite des événements. Après l'engagement de la guerre contre la Serbie, la Russie fait sa mobilisation générale, tout cela inaugure l'engrenage fatal qui va conduire à la guerre européenne. Au cours de cette guerre, la Hongrie va très fidèlement jouer son rôle au sein des forces austro-hongroises. Il faut signaler qu'il y a à peu près 3 800 000 mobilisés hongrois pour toute la durée de la guerre. Sur ces mobilisés, 661 000 tués, 700 000 blessés. Autant de prisonniers, donc une épreuve tout à fait terrible, avec une précision cependant, quand on parle de l'Autriche-Hongrie avant 1914, on parle d'un ensemble divisé en deux parties, la Cisléitanie qui dépend de l'Autriche, et la Transléitanie, du nom de la rivière la Leita, qui dépend de la Hongrie. Et dans ces deux ensembles, il y a des minorités. En Cisléitanie, par exemple, eh bien, il y a des Tchèques, des Italiens. Du côté de la Transléitanie, il y a des Croates, il y a des Serbes, il y a des Roumains, par exemple. Mais toujours est-il que la Hongrie, au sens large du terme, telle qu'elle était en 1914, eh bien, elle fait son devoir au sein de l'Autriche-Hongrie pendant tout ce conflit interminable. Il se termine sur une défaite, bien sûr, la victoire italienne de la Piave, puis la victoire italienne de Vittorio Veneto vont régler la question sur le front italien. La rupture du front bulgare en septembre 1918 par l'armée d'Orient et par les forces serbes augure également de la défaite finale sur le front sud. Tout ça se termine d'abord avec l'armistice austro-italien de Villa Giusti le 3 novembre et quelques jours plus tard, eh bien, l'armistice de Belgrade avec l'armée d'Orient. Tout cela arrive dans un empire austro-hongrois qui est affaibli en cette fin de conflit. Il faut rappeler que le vieil empereur François-Joseph, après un règne interminable, est mort le 21 novembre 2016. Et à partir de là, le jeune empereur Charles, on le sait, va tenter secrètement des négociations pour aboutir à une éventuelle paix séparée. Ce sera au bout du compte un échec.
tchèque, mais on s'interroge évidemment sur la viabilité de cet empire multinational à une époque où c'est le principe des nationalités qui va être le paradigme sur lequel on veut refonder l'Europe à l'issue du conflit. Toutefois, il faut le préciser, dans les 14 points du président Wilson, qui exprime les buts de guerre américains en janvier 1918, il n'est pas question de détruire l'Autriche-Hongrie. On réclame simplement qu'un certain nombre de droits soient reconnus aux minorités nationales. Mais les choses vont ensuite changer. En avril 1918, un congrès des nationalités de l'Autriche-Hongrie est réuni à Rome, l'une des capitales de l'entente. Et là, la question, évidemment, du démantèlement de l'Empire va se poser. Dès la fin mai 1918, les États-Unis admettent le principe du démantèlement de l'Empire Habsbourg. On parie sur la création ou la résurrection d'une Pologne, la création d'une Tchécoslovaquie, la création d'un État des Slaves du Sud, une Yougoslavie, et il faut compter également avec la question des Roumains de Transylvanie. On le voit, l'Empire d'Autriche-Hongrie apparaît à ce moment évidemment extrêmement menacé, d'autant qu'il y a un travail de lobbying très actif qui est mis en œuvre par des émigrés dans les capitales de l'entente, à Paris, à Londres notamment. Alors c'est surtout l'émigration tchèque d'ailleurs, incarnée par des hommes tels que Masaryk et Beneš, qui jouent un rôle important de ce point de vue, mais il y a aussi tout un courant, je dirais, idéologique dans les pays de l'entente, notamment en France, où des universitaires comme Ernest Denis souhaitent l'avènement d'un certain nombre de nationalités dans cette Mitteleuropa qui était unifiée jadis par l'Empire Habsbourg. En plus, au niveau de la France, eh bien, Stéphane Pichon, ministre des Affaires étrangères, Philippe Berthelot, secrétaire général du Quai d'Orsay, sont tout à fait favorables à une telle évolution. Quant à Clémenceau, qui gouverne en France depuis novembre 1917, il est très hostile aux Hongrois, et favorable à un démembrement de la Transleitanie, donc la Hongrie telle qu'elle était définie en 1914. Et en 1919, dans le cadre de la conférence de la paix, eh bien, au début du mois de mai, les 5 puissances dominant la conférence, qui se réunissent au Quai d'Orsay, admettent le principe donc d'un éclatement non seulement de l'Empire Habsbourg, mais aussi de la Hongrie telle qu'elle se présentait en 1914. Un éclatement donc de la Transleitanie. Il faut dire que les choses ont déjà beaucoup évolué depuis la fin des combats. Dès l'automne 1918, il y a eu un éclatement de l'Empire Habsbourg, une proclamation de la République en Hongrie. Un peu partout, les minorités nationales ont proclamé leur volonté d'indépendance, dans un contexte donc tout à fait nouveau, d'autant que la Hongrie, telle qu'elle existait en 1914, a longtemps refusé toute réforme. Avant sa mort à Sarajevo, François Ferdinand était favorable à un trialisme austro-hongrois slave qui suscitait beaucoup d'inquiétudes en Hongrie. Et quand l'empereur Charles, qui a succédé à François-Joseph, parle lui aussi d'une réforme, d'une fédéralisation de l'Autriche, tout cela inquiète beaucoup en Hongrie, où l'on craint évidemment les revendications des minorités croates, serbes, roumaines, slovaques notamment. Alors, les Hongrois en général et tous les gouvernements hongrois qui se sont succédés ont toujours été opposés à toute réforme fédérale. Ils y voyaient évidemment une menace majeure.
Résultat de tout cela, eh bien, c'est qu'au traité de Trianon du 4 juin 1920, eh bien, la Hongrie va perdre les 2/3 de ses territoires et les 3/5 de ses habitants. Il restera en tout et pour tout 8 millions d'habitants à la Hongrie de Trianon. En effet, les Slovaques qui occupaient ce qu'on appelait aussi la Haute-Hongrie vont se joindre aux Tchèques dans le nouvel État tchécoslovaque. Les Serbes vont rejoindre les Croates et les Slovènes dans l'État des Slaves du Sud, la Yougoslavie en formation. Quant à la forte minorité roumaine de Transylvanie, elle va évidemment se tourner vers Bucarest. Donc un contexte difficile, d'autant que Charles de Habsbourg, l'empereur, a abdiqué, qu'une république d'Autriche a été proclamée à Vienne, et en octobre 1918, eh bien, on va avoir une évolution comparable en Hongrie. Le Parti social-démocrate, le Parti radical, le Parti de l'indépendance du comte Mihai Károly vont s'unir pour constituer un gouvernement de coalition et s'installer au pouvoir. Et l'abdication de Charles Ier, de l'empereur Charles Ier, fait que le 16 novembre, eh bien, la République est proclamée par le comte Károly. Alors ce personnage va jouer un rôle important au début de la Hongrie nouvelle. Il appartient à une grande famille de grands propriétaires, mais c'est un libéral qui a toujours été opposé au comte Tisza, qui a gouverné la Hongrie durant la guerre. On va l'affubler de divers surnom, le Comte Rouge, en raison de ses idées avancées et puis de son alliance de fait ensuite avec l'extrême gauche socialiste. On va voir en lui le Kerensky hongrois, Kerensky qui a pour un temps dirigé la Russie après l'abdication de Nicolas II et avant la révolution bolchevique. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que la Hongrie est contrainte d'abandonner la lutte quand on arrive à l'automne de 1918, et Károly va négocier à Belgrade avec le général Franchet des Prés, le commandant de l'armée d'Orient, et l'armistice sera acquis donc le 13 novembre, 2 jours après celui qui a été conclu à Rotonde avec les Allemands. Mais l'armistice est à peine signé que ce que l'on va appeler les États successeurs, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, mais aussi d'une certaine manière la Roumanie, qui existait évidemment avant 1914, ces États successeurs vont déjà commencer par se servir. Et encouragé d'ailleurs en cela par la France, en mars 1919, le chef de la mission militaire française va exiger que les troupes hongroises se retirent de la région de la Tisza, l'affluent du Danube, à la suite de quoi Károly démissionne et va laisser la place à une coalition mêlant sociodémocrates et communistes. Et derrière tout cela, les choses vont évoluer de telle sorte que ensuite, au 21 mars, eh bien, il y aura une proclamation en Hongrie d'une république des soviets, une république soviétique, peu de temps après la création de l'internationale communiste, la troisième internationale, ce qu'on va appeler ultérieurement le Comintern. Eh bien, les agents communistes venus de Russie, notamment Bella Kun, vont proclamer une république des conseils, une république soviétique en Hongrie. Ça arrive un petit peu de manière inattendue, puisque c'est seulement fin novembre 18 qu'a été créé le Parti communiste hongrois, et c'est en mars 19, donc, une république soviétique est proclamée. Une république éphémère qui va durer 133 jours en tout, au départ par une alliance entre sociodémocrates et communistes, mais bientôt ce sont les communistes qui vont instaurer une dictature particulièrement sévère, qui vont instaurer un État révolutionnaire inspiré du modèle bolchevique, avec des nationalisations, des confiscations, des partages des grands domaines, derrière une inflation galopante, avec une couronne, la
monnaie qui se dévaluent de 90% pendant ce temps-là, et tout cela sur fond de terreur générale, une terreur qui ne sera pas à l'échelle de celle qu'a connue la Russie de Lénine et de Trotsky, mais qui va quand même faire des centaines de victimes. Donc, dictature du Parti communiste, elle sera éphémère parce que ce régime communiste va entrer en guerre contre la toute nouvelle Tchécoslovaquie, remporter même quelques succès ponctuels au début, mais également en guerre contre la Roumanie, et c'est l'intervention de l'armée roumaine finalement qui aura raison de cette république soviétique, puisque au bout du compte, cette république isolée ne peut pas résister, et à la fin de en 1919, à l'été 1919, c'est l'armée roumaine qui s'empare de Budapest, qu'elle évacuera ensuite à la mi-novembre 1919. Entre-temps, une armée nationale hongroise s'est constituée sous l'autorité de l'amiral Horthy, une armée mue essentiellement par l'anticommunisme, et c'est cet amiral Horthy qui sera proclamé régent en 1920, parce qu'on espère une éventuelle restauration de l'empereur Charles, d'où ce titre de régent, et c'est lui qui va être l'homme fort de la Hongrie pendant l'entre-deux-guerres. Et c'est à ce moment-là, que la Hongrie va se voir infliger le diktat de Trianon le 4 juin 1920. On a signé le traité de Versailles avec l'Allemagne le 28 juin 1919, le traité de Saint-Germain avec l'Autriche le 19 septembre suivant, et au bout du compte, c'est le tour de la Hongrie. Alors la Hongrie qui est vraiment démembrée, l'Autriche, la nouvelle Autriche, va gagner la région du Burgenland, où il y a 290 000 habitants, mais qui sont de majorité allemande. La Hongrie, qui pesait 283 000 km², sans la Croatie d'ailleurs, avant 1914, elle va être réduite à 93 000 km², et sa population va passer de 18 200 000 habitants à 7 600 000, qui seront 8 millions à la fin de 1920, dans la mesure où un certain nombre de Magyars devenus minorités dans les pays voisins vont se rapatrier sur la mer patrie. Il reste toutefois à l'extérieur désormais près de 3,5 millions de Magyars qui tombent sous la coupe de ce qu'on appelle les États successeurs. La Roumanie récupère la Transylvanie, un territoire de 101 000 km², c'est-à-dire plus important en superficie que ce qui reste de la Hongrie. Elle va récupérer sur ce territoire plus de 5 millions d'habitants, dont 1 700 000 Magyars, 1 700 000 Hongrois. La Tchécoslovaquie récupère la Haute-Hongrie, qui va devenir la Slovaquie, ainsi que la Ruthénie. Et dans ces territoires, il restera 1 million de Magyars, qui deviennent ainsi une minorité. Il faut ajouter 500 000 Magyars qui tombent sous la coupe de la Yougoslavie, dans ce qu'on appelle au nord de la Serbie la Voïvodine. Alors les Magyars sont évidemment furieux de cette évolution, c'est ce qui explique que la Hongrie du régent Horthy va être résolument révisionniste par rapport au traité de 1919-1920, mais les vainqueurs avaient fait de grandes promesses à leurs clients en Europe centrale. Les pays de l'entente s'étaient engagés vis-à-vis des États successeurs en question, donc ils étaient un petit peu contraints de les satisfaire. J'ai évoqué le rôle qu'ont joué de ce point de vue les émigrés auprès des gouvernements, mais au bout du compte, ça débouche sur un diktat qui ne tient pas compte des 14 points de Wilson, sur un diktat qui est appuyé par la France de Clémenceau, qui souhaite, de Stéphane Pichot, son ministre des Affaires étrangères, qui souhaite constituer en Europe centrale une
petite entente francophile qui pourra faire un jour un allié de revers contre une Allemagne renaissante, appelée donc à jouer le rôle qu'avait été celui de la Russie avant 1914. Alors, l'empereur Charles fera 2 tentatives pour revenir au pouvoir en Hongrie. Ce sera sans succès. En fait, les Français étaient partagés en 2 hypothèses, soit une conférence danubienne une confédération danubienne, autour de la Hongrie, soit la petite entente avec Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Roumanie, et qui se constituerait surtout contre les revendications hongroises. Et c'est finalement la deuxième voie qui a été choisie pour le plus grand malheur de la Hongrie, qui a été l'une des grandes perdantes des traités de 1919-1920. Ce qui explique évidemment l'amertume qui est encore aujourd'hui celle des Hongrois quand ils évoquent ce traité de Trianon. Alors j'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Jean Monneret, un visage qui vous est familier. Il est venu à de nombreuses reprises à notre émission comme spécialiste éminent de la guerre d'Algérie. Il est connu notamment pour les travaux qu'il a réalisés à propos de la fin de la guerre d'Algérie, notamment la disparition des Européens d'Oran en juillet 1962. Et il nous propose aujourd'hui un nouvel ouvrage, Dissidence, dissonance contre la désinformation sur la guerre d'Algérie. Alors c'est chez quel éditeur ? Fauve Édition. Fauve Édition, ça c'est une nouvelle maison d'édition. Oui, qui succède aux éditions Michalon. Ah, qui succède aux éditions Michalon. Donc, Fauve Édition. Alors, Dissidence, dissonance contre la désinformation sur la guerre d'Algérie, le chantier est sévère. Considérable. Il y a du boulot concernant la désinformation sur la guerre d'Algérie. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il s'agit d'un enjeu majeur. En ce moment où nous sommes confrontés à une offensive d'envergure, relayée bien sûr par tous les médias du système, concernant l'histoire de la colonisation, concernant le passé impérial de la France. Alors, non seulement en Algérie, bien sûr, puisque aujourd'hui, ces derniers temps, c'est plutôt l'histoire de l'Afrique noire qui est concernée, mais sur l'Algérie, on a déjà beaucoup donné pour défendre la position, mais il faut se remettre à l'ouvrage, car les entreprises de désinformation, bien sûr, sont toujours là. Alors, vous avez évoqué dans cet essai tout à fait stimulant un certain nombre de personnages, d'historiens ou prétendus tels, qui ont évoqué la question, et puis un certain nombre de sujets, un certain nombre de questions. Alors, nous allons en retenir quelques-unes qui donneront à nos téléspectateurs une idée du contenu de votre ouvrage, une idée de votre travail. Alors, tout d'abord, il y a des noms qui reviennent constamment dans la constellation des historiens qui, entre guillemets, sont censés faire autorité sur la guerre d'Algérie. Il y a notamment Benjamin Stora, qui est particulièrement apprécié de nos grands médias et qui s'est autoproclamé spécialiste de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Et jusqu'à recevoir le soutien de certains présidents de la République qui n'ont pas craint de le consulter comme s'il était une autorité absolument, j'allais dire, incontournable. Autorité académique et morale, bien sûr. Et morale, bien entendu. Or, en fait, ces personnes dont je cite les noms dans l'ouvrage sont en fait des gens qui jouent un rôle un peu particulier, car il faut rapprocher ce qu'ils font de cette politique de la repentance, qui est une véritable politique, ne nous leurrons pas, qui s'est pratiquement généralisée au sommet de l'État. On trouverait difficilement maintenant un homme politique
exerçant ou ayant vocation à exercer le pouvoir qui oseraient prendre des positions, je n'ose pas dire favorables à la colonisation, mais au moins nuancées. Oui, alors il y a quelques exceptions quand il y a un électorat pied noir important dans la circonscription. Voilà. Exemple, il y a Exiotti à Nice. Quoi. Oui, justement, il est vrai que dans le midi de la France, on ménage, évidemment, on ménage encore. Une certaine sensibilité, oui. Mais, ceci dit, les universitaires dont je parle et que je n'attaque pas, je ne les attaque pas à aucun moment ad hominem. Je critique leur position, je critique leur manque de nuances. Mais il est clair que dans le cadre de cette politique de repentance qui sévit, qui a beaucoup modifié la France ces dernières années, ils ont un rôle particulier qui est de donner un habillage, au fond, universitaire, académique, plus ou moins historique à cette repentance, en s'appuyant sur l'histoire de la France en Algérie et en se fondant bien sûr aussi sur certains épisodes de la guerre d'Algérie, pour mettre en cause l'armée française et toute l'œuvre française. Oui, des idéologues plutôt que des historiens. Voilà comment on pourrait les présenter. Je dois reconnaître que l'un d'entre eux, vous parliez de Stora tout à l'heure, une fois n'a pas craint, dans un magazine qui s'appelait Philosophie Magazine, il n'a pas craint d'affirmer que le choix de la violence révolutionnaire pendant la guerre d'Algérie par les nationalistes, c'est-à-dire par le FLN, était justifié parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Autrement dit, alors qu'il est historien, il prenait position en approuvant en quelque sorte un des protagonistes. Ce n'est pas justement comme ça. Et puis c'est sans tenir compte de ce que la France avait engagé en Algérie, dans l'Algérie française, avec, à partir de 58 notamment, le plan de Constantine, l'intégration, qui avait pour vocation de faire des Algériens des Français. On peut discuter d'ailleurs la finalité de cette politique, mais c'est donner une vision largement biaisée de la réalité coloniale de l'époque. Et d'autant plus que vous parlez de 1958, et effectivement c'est une date importante, mais tout ce qui a précédé, alors peut-être pas dès 1830, parce qu'au début la France n'avait pas une politique très claire, ni très suivie, ni tout ça. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas à Paris ce qu'on allait en faire de l'Algérie. Exactement. Du compte, Alors donc, ce n'est qu'à partir de 1847, quand la conquête du territoire a été terminée. Alors, évidemment, on peut aussi considérer que cette conquête s'est en fait par des moyens militaires et avec l'armée de l'époque, qui était une armée napoléonienne, etc. Elle n'a pas toujours été tendre. Oui, bien sûr. Ceux qui résistaient à l'armée française n'étaient pas des tendres non plus. À cette époque-là, il n'y avait pas, comme dans les westerns américains, des durs au cœur tendre. Bon, bref, la conquête fut violente, ça, on ne peut pas historiquement le contester. En revanche, dès 1848, la présence militaire française avait amené déjà également, et il faut le dire, il faut le rappeler, une présence médicale. De nombreux hôpitaux ont été ouverts dès cette époque-là en Algérie, et ces hôpitaux, ils soignaient la population, quoi qu'on ait pu raconter après. Bien sûr. Plus tard, il y a eu l'épisode des médecins de colonisation qui a aussi permis d'éradiquer. Il faut rappeler aussi que cette présence militaire, ça correspondait aussi à l'action des bureaux arabes, qui étaient en quelque sorte une protection contre les excès de la colonisation proprement dite. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Alors je ne voudrais pas paraître simplificateur en utilisant l'adjectif arabophile, mais c'est ce que justement on a reproché parfois ces bureaux arabes. C'était le contexte de la politique du royaume arabe qu'avait imaginé un temps Napoléon III. Voilà.
Et puis, indépendamment de ça, il y avait aussi des gens comme le maréchal Bugeaud, par exemple, qui certes a été un des conquérants de l'Algérie, Algérie qui n'existait pas à l'époque. Qui n'existait pas. Le nom c'était un espace géographique. Voilà, exactement. Le nom a été créé par les Français. Bien sûr. Oui. Mais enfin, donc Bugeaud, le maréchal Bugeaud, qui a participé à la conquête de l'Algérie, qui en a même été un des grands organisateurs, était lui-même très sensible au fait que les Algériens musulmans devaient être administrés, gouvernés, guidés par des méthodes qui leur étaient familières, pour tout dire, traditionnelles. Donc le terme d'arabophile n'est pas forcément déplacé, en l'occurrence. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, il y a bien sûr Benjamin Stora, figure ô combien emblématique et historiquement correcte concernant la guerre d'Algérie. Vous faites également un sort à Raphaël Branche, qui est une protégée, il faut le rappeler, de Pierre Vidal-Naquet, célèbre helléniste, mais qui était aussi un proche des porteurs de valises du FLN. Oui, et puis Raphaël Branche qui nous a expliqué que toute la population algérienne ou presque avait été torturée par les Français. Alors, là, en ce qui concerne Raphaël Branche, je serais quand même beaucoup moins sévère. C'est une authentique historienne quand même, et elle a fait, ces derniers temps, elle a un peu évolué. Elle a mis un peu d'eau dans son vin. Oui, disons, on peut le dire comme ça. Ouais. Mais elle s'est intéressée en particulier, par exemple, aux soldats prisonniers, enfin, y compris aux civils aussi, prisonniers du FLN. Ce qui était quand même une démarche à encourager, je dirais. Mais enfin, il est vrai aussi que dans son premier ouvrage sur la torture, elle a beaucoup manqué de nuances, je crois, et elle n'a pas tenu compte de certains. Il faut signaler ici les réponses apportées sur ce sujet par le général Fèvre. Oui, naturellement. Général Fèvre, qui d'ailleurs avait carrément interdit qu'on pratique la torture dans son secteur, parce qu'il considérait que les renseignements, c'était pour des raisons notamment de fidélité religieuse, mais aussi parce que il considérait que difficile de parler à sa place, mais disons qu'il considérait que les renseignements obtenus de la sorte n'étaient pas de bonne qualité. Sous la contrainte, oui. Mais enfin, sujet à caution, le sujet est beaucoup plus vaste que ça, évidemment. Enfin, pour en revenir à cette personne que vous citez, l'historienne donc Branche, son point de vue, me semble-t-il, au fil des années, s'est élargi. Oui, donc il ne faut pas désespérer. Donc, absolument pas. L'historiographie est mouvante et peut encore évoluer. Alors, il y a également une autre historienne que vous abordez là, c'est Sylvie Thénault, qui nous a parlé, elle, de l'OAS. Ah oui, alors là, je serais un petit peu plus sévère quand même, parce qu'il me semble qu'elle a... Bon, c'est un article déjà un peu ancien, mais je pense qu'elle a été victime d'un stéréotype, et malheureusement, le stéréotype est un peu sous-estimé comme ennemi des historiens. Je crois qu'elle a vu dans l'OAS un mouvement... alors d'abord un mouvement terroriste. Bon, moi je veux bien que tout mouvement utilisant la violence puisse être qualifié tel, mais justement, ce n'était pas un mouvement terroriste au sens où qui aurait pratiqué un terrorisme aveugle. Tout au moins, pas au début. Après, il y a eu une évolution qui était due à l'effacement un petit peu des militaires par rapport aux civils. Enfin, c'est assez compliqué. J'en ai parlé donc dans cet article. Il semble qu'elle est complètement passée à côté de cette évolution interne à l'OAS qui a amené ensuite des attentats effectivement qui étaient, disons, d'une nature autre, parce qu'ils devenaient des attentats collectifs et, dans une certaine mesure, tout à fait discutables. Donc, c'est malheureusement ce point qu'elle n'a pas relevé, qui lui a échappé, disons. Bon.
Alors, il y a un point très intéressant dans votre livre, c'est quand vous faites l'histoire du combat de plusieurs dizaines d'années qu'il a fallu mener pour que soient enfin reconnus les massacres d'Européens survenus à Oran au moment de l'indépendance, en juillet 1962. Mais pas seulement. Très précisément, et oui, pas seulement bien sûr, mais et là effectivement, les gens qui ont un petit peu de mémoire ont pu constater que pendant pratiquement une quarantaine d'années, c'est un sujet qui n'avait jamais été abordé. Il y avait un blackout complet sur la question, et puis on a vu que les choses ont commencé à émerger. Il y a une douzaine d'années, une quinzaine d'années à peu près. Grâce à nos efforts acharnés, je peux le dire. Tout à fait. C'est qu'il a fallu vraiment un travail de très longue haleine pour que ces données-là, qui sont quand même essentielles quand on approche cet épisode de notre histoire, soient mis à la portée du public. Je me souviens d'une séquence du journal télévisé il y a quelques années où on avait une évocation de ces événements. C'était la surprise totale, y compris pour les gens qui étaient au courant. On ne s'attendait pas du tout à voir un journal télévisé rappeler le souvenir de ces victimes-là. On n'était pas habitué à ce genre de choses. Mais tout cela, ça a été le résultat, encore une fois, d'un travail de longue haleine, d'une persévérance constante pour réussir à ramener tout ça au jour. Alors, pouvez-vous nous dire comment les choses se sont passées? Je vais vous raconter une petite anecdote, très brève. Dans les années, ça devait être dans les années 82, enfin même un peu avant, les socialistes n'étaient pas encore arrivés au pouvoir avec Mitterrand. Il y avait régulièrement des manifestations devant l'ambassade d'Argentine et devant l'ambassade du Chili. Oui, car il s'agissait aux dictatures militaires de nous avions je me rappelle que le Parti socialiste, les jeunesses socialistes notamment, prenaient une part très active à ces manifestations et réclamaient tous les jours, pratiquement quotidiennement, qu'on ait des nouvelles des disparus d'Argentine et du Chili. Alors bon, moi je veux bien que cette revendication est légitime. Fut légitime, mais il y avait quelque chose d'ahurissant à penser, ce qui était mon cas, qu'on se souciait de gens à 10 000 kilomètres, mais qu'on ne s'était jamais soucié de près de 3 000 personnes enlevées en Algérie entre le 19 mars et l'arrivée et comment dirais-je, la fin de l'année 62, alors qu'on se situait devant quand même plusieurs milliers de personnes. Plusieurs milliers de victimes. Oui. Encore qu'il faut distinguer entre ceux qui ont été enlevés et ceux qui sont toujours portés disparus. Parce que, mais je ne veux pas entrer dans tous les détails. Et c'est ce qui m'avait, entre autres choses, motivé pour m'occuper de ce problème. Pour engager une recherche historique sur la fin de la guerre d'Algérie. Les obstacles dans les médias auprès des journalistes que j'ai pu contacter, ils ne voulaient même pas en entendre parler. Évidemment. Ça leur paraissait une invention, une création avec des fins politiques inavouables. En réalité, ce qui a permis de beaucoup faire évoluer les choses, c'est pendant l'année 1992, l'ouverture des archives militaires. Oui. Car il y a ce qu'on appelle la prescription trentenaire, et au bout de 30 ans, on peut consulter les archives militaires. On a pu voir les archives de 1962. Et grâce à l'entregent du général Fèvre, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, ces archives ont été finalement assez largement mises à disposition des chercheurs, dont je faisais partie. Ce qui m'a permis... Ce qui n'est plus le cas maintenant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, puisqu'il y a toute une manœuvre au niveau du service historique de la Défense qui, en fait, ne permet plus d'accéder aussi facilement qu'avant aux archives. Je pense qu'on a exagéré un petit peu cette chose-là. Il est vrai qu'un certain nombre de dossiers restent soumis à dérogation. Mais je dois reconnaître que le service historique a toujours fait preuve d'une
quand même d'une compréhension. Vous n'avez pas rencontré d'obstacles majeurs pendant vos propres recherches? De ce côté-là, non. D'accord. Ou alors très, très épisodiquement. Mais l'obstacle qui, à ce jour, reste encore considérable, c'est celui des médias. C'est le silence médiatique, oui. Silence que nous avons quand même réussi à percer quelque peu grâce à un film qui a été projeté sur FR3, sur précisément les massacres d'Oran. D'ailleurs, je crois que le film s'appelait Le massacre oublié. C'était l'an dernier, je crois. C'était l'été dernier. Oui, ça, oui. Et puis ça repasse après plusieurs fois. Et donc ça a été diffusé sur FR3. Et c'est un film qui a sa valeur et qui a justement fait une brèche sérieuse dans le silence médiatique. Et alors, comment est-on arrivé à cette publication des choses, à cette lumière nouvelle donnée sur ces événements? C'est parce que vous faites des recherches, vous rassemblez le matériel d'une analyse historique, mais derrière, il faut pouvoir publier, il faut pouvoir rendre tout cela accessible au grand public. Voilà, alors ce n'est pas si simple que ça, même quand on publie des ouvrages, parce que encore faut-il que ça soit diffusé, etc. Bon, on s'est mobilisé avec l'appui quand même de certaines associations. Alors, il y a les cercles algérianistes qui ont quand même une diffusion, une audience. Et qui font un très gros travail. Qui font un très gros travail. Et il y a aussi les associations d'anciens combattants, dont certaines dont nous avons leur oreille, si j'ose dire. Et puis, il y a aussi une association que nous avons nous-mêmes créée, qui s'appelle le groupe de recherche des Français disparus en Algérie, GRFDA, et qui a, ma foi, en multipliant les contacts, y compris les contacts dans l'administration et dans la haute administration parfois, obtenu des résultats non négligeables. Par exemple, le nom des disparus. Alors, je dis bien des disparus, parce que enlevés et disparus, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est les enlevés, portés, disparus. Leur nom figure, par exemple, au monument du quai Branly. D'accord. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Or, plus une masse d'articles. Nous en avons publié pas mal autrefois, déjà dans la Nouvelle Revue d'Histoire, qui a joué un rôle non négligeable en ce domaine. Et puis, on commence à connaître et à reconnaître le fait qu'il y a un problème de victimes. Il n'y a pas que les victimes de l'armée française, n'en déplaise à certains, il y a aussi des victimes du FLN. Oui, bien sûr. Et puis, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau, parce que même les gens qui avaient choisi l'Algérie française, qui s'intéressaient à ces questions, pendant très longtemps, ils sont passés à côté de ces disparus d'Oran. Autant que je me souvienne, nous avions réalisé, il y a maintenant un certain nombre d'années, un album, un livre blanc sur la guerre d'Algérie. Et autant que je me souvienne, je ne me souviens pas s'il y avait un article, un chapitre consacré à cette question. Il y en avait un. Dû à votre plume. D'accord. Oui. Et justement, ce livre blanc a été un jalon important dans la lutte en question. Je crois d'ailleurs que vous y avez joué un certain rôle. Oui, j'avais fait deux articles, je crois. Parce qu'il n'y avait pas seulement des articles d'historiens et de journalistes ou de témoins, mais il y avait aussi beaucoup d'officiers supérieurs et généraux qui avaient... Et surtout, c'est un moment où alors toute la presse mainstream se déchaînait sur la torture généralisée, etc. Et il y a une masse considérable d'officiers, anciens officiers, notamment des officiers généraux, qui avaient apporté leur soutien justement à la publication de l'ouvrage. Ce qui a eu comme effet d'ailleurs de stopper très rapidement la campagne qui était montée par les gens d'en face. Ça a eu un effet certain. Ils ont bien vu qu'il fallait pas trop avancer sur cette question parce que ça risquait de se retourner contre l'initiative en question. Voilà, parce que ça a eu un écho assez considérable.
donc je fus et autant que je me souvienne, un écho même inattendu. Inattendu pour les gens qui étaient les initiateurs, c'était notre ami Michel de Gégère, entre autres, qui était à la manœuvre. Le succès rencontré par l'ouvrage a été une surprise, même pour les gens qui avaient contribué à sa réalisation, ce qui était un signe intéressant quand même. Il y a eu comme ça de bonnes surprises. Oui, oui. Et alors, finalement, cette question des disparus, qui reste évidemment une question ouverte en matière de recherche, où en est-on aujourd'hui ? Quel est le bilan ? Alors, le bilan, c'est que nous avons réussi d'abord à présenter une liste de ces personnes disparues qui est fiable. Parce que malheureusement, dans les débuts, toutes sortes de gens s'étaient mobilisés un peu de manière anarchique, quitte chez certains, à utiliser des chiffres. Oui, à prêter le flanc à une critique. Voilà. Alors certains étaient tombés même dans une espèce de mimétisme à l'égard du FLN. Le FLN racontait qu'il y avait eu 1 million de morts pendant la guerre d'Algérie. Alors, si eux exagèrent, pourquoi nous on n'exagérait pas ? On a eu un peu le même problème avec les victimes harkis. C'est le général Fèvre qui a remis les choses au clair par son remarquable travail sur la question. C'est tout à fait exact, et donc ça a permis. Alors, actuellement, où en sommes-nous ? Nous avons une liste qui est fiable, qui a été notamment travaillée par un historien qui s'appelle Jean-Jacques Jordi, lequel a fait des vérifications. C'était un travail de bénédictin. Il avait fait des vérifications au service central des rapatriés, etc. Parce qu'il y avait quand même des erreurs. Par exemple, il y avait des gens qui étaient inscrits 2 fois. Dans la confusion. Une femme mariée pouvait être inscrite. La confusion qui caractérise l'époque, c'est... Voilà. Donc il a fallu travailler sur une liste et la rendre fiable complètement. Et si bien qu'aujourd'hui, les archives nationales ont publié un guide des sources d'archives sur la guerre d'Algérie et qui a, accueilli les renseignements que nous leur avons donnés. Et on va terminer sur un chiffre à propos de ces disparus. Alors, actuellement, on tourne autour de 1500 Européens disparus. Alors, entre le 19 mars et la fin de l'année 62. Après le cessez-le-feu. Et même après, ça s'est continué après l'indépendance d'Algérie. Eh bien, merci infiniment Jean Monneret de tous ces éclairages. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Dissidence, dissonance contre la désinformation sur la guerre d'Algérie » aux éditions Fauve. Fauve édition. Fauve édition, pardon. Voilà.